Ouais, parce qu'il y a plus personne Bonsoir à qui tous, en fait. bienvenue à la mine. Ce soir, on est à quatrième masterclass, à quatrième jour des Open City Lab. Les Open City Lab, ça fait partie d'un processus, d'un triptyque de 3 événements. C'est un triptyque de 3 événements qui ont lieu depuis bientôt un an, dans le cadre de l'organisation de la mine à Zaïd. Du coup, ce soir, on est au quatrième jour des Open City Lab. La journée, la finalisation des œuvres pratiques artistiques amateurs, et le soir, des masterclass. Donc ce soir, on a inventaire.io qui va nous faire une masterclass sur la plateforme d'inventaire qu'ils ont montée. Tu as un oublié? Non, c'est bon. Ok. Tu touches par la main? Bah ouais, Max, à toi. Ok. Bonsoir à tous, et désolé pour le retard. Alors, donc je suis Maxime Latuyère, je suis le principal contributeur du projet inventaire.io. Est-ce que on a déjà fait un tour sur le site ou est-ce qu'il y en a qui découvrent complètement? Non, on s'en fout. On s'en fout. On connaît déjà. Nous, on connaît pas. Enfin, Nous, non, on n'a jamais pas. vu. Je vais aller voir tout à l'heure rapidement, je ne connais pas. Ok, donc on va faire un tour. Donc Inventaire, c'est une application web qui vous permet de faire l'inventaire de vos livres, de partager cet inventaire avec vos amis et groupes, de garder la trace des livres que vous prêtez et empruntez comme ça. Et donc, quand vous êtes connecté, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que vous pouvez voir, donc là, ça c'est les livres de mon réseau. Ismaël le gorille, tu connais pas ce livre? Tu l'as mis au pif? Je sais pas, c'est les gens de mon réseau, ça, moi je... Ismaël, donc c'est Benz qui l'a ajouté et qui peut le prêter. Donc tu peux lui envoyer une demande et commencer une conversation en fait pour lui emprunter le livre. Je vais le racheter parce que je cherche cet exemplaire de Paul depuis des années en fait. Ouais, mais là pour le coup, c'est intéressant, lui il ne fait que le prêter. Alors que tu pourrais. Tu peux choisir de prêter ou de... C'est ça. Pour chaque livre, tu as deux choix à faire, c'est-à-dire quel mode de transaction tu veux proposer. Est-ce que tu veux proposer que le livre soit disponible au don, au prêt ou à la vente, ou juste le mettre dans ton inventaire en attendant. Super. Et tu peux choisir le mode de visibilité. Est-ce que c'est privé, amis et groupe, ou une visite partie des amis et groupes, ou complètement public. Et selon ces choix-là, donc ça peut commencer des échanges. Et donc si j'avais appuyé sur envoyer une demande, ça aurait commencé une conversation ici. On peut voir un exemple ici où je fais une demande pour pouvoir l'emprunter. Little Vache a confirmé et on s'est mis d'accord. Et donc il m'a passé le livre tout à l'heure pour que, vu que c'est idéalement, donc c'est une application web pour gérer des livres physiques. Et donc idéalement c'est quand même entre des communautés qui ont un lieu physique. Et en l'occurrence, on a un groupe à la mine. On va pouvoir voir ici. Donc voilà, si vous êtes souvent à la mine, vous pouvez rejoindre ce groupe et permettre à tous les gens qui sont dans le coin de voir les livres que vous avez apprêtés. Donc là, on peut voir, par exemple, je sais que, voilà, Little Bash, il en a ajouté pas mal, dont des boulets. Donc là, on voit que le livre que donc c'est Paul, il s'appelle Little Bash, m'a prêté, maintenant qu'il me l'a prêté, il est indisponible. Et donc ça permet comme ça en fait, ça revient plus ou moins à une bibliothèque distribuée où chacun est un peu le bibliothécaire de ses amis, son réseau. Voilà. Ça, c'est pour l'aspect utilisateur grand public. Après, il y a quelque chose qui fait un peu la différence du projet par rapport à d'autres choses qu'on peut voir en économie collaborative. C'est la manière dont le projet est fait et la raison pour laquelle il est fait. La manière dont il est fait, c'est du code ouvert. Donc si vous allez sur GitHub inventaire/inventaire, vous pouvez accéder directement au code de la plateforme. Et donc c'est du logiciel libre et du savoir libre. C'est-à-dire que les savoirs accumulés dans l'application sont reversés, en cours, parce que c'est là, vous vous rendez peut-être pas compte, mais je viens de mettre en ligne 9 mois de travail. Et du coup, c'est encore tout frais, il y a des trucs qui cassent, mais maintenant, on a une base de données contributive des livres. C'est-à-dire que quand vous avez un livre dans votre inventaire qui a peut-être des données incomplètes, mettons, alors on va voir Frédéric Lormont, Capitalisme, désir et servitude.
Voilà, donc ça c'est une édition d'un livre de Frédéric Lordon. Et voilà, Frédéric Lordon, il a une fiche qui est très peu remplie. Et du coup, on va pouvoir aller ajouter des choses, dire que c'est un auteur qui globalement s'exprime en français. Mouvement... Les économistes atterrés, non? Ouais, économiste atterré si on trouve, mais je sais pas si... C'est pas un capitalisme libéral? Oui, c'est capitalisme. Bon, il y a un peu de lag sur la... Il y a encore quelques bugs à régler, mais l'idée c'est ça, c'est que toutes les données sur les livres puissent être modifiées par la communauté, comme on modifie Wikipédia, directement depuis l'application. Et avec une subtilité, c'est que toutes les données qui sont ajoutées le sont en relation avec le projet Wikidata. Projet qui mérite probablement une introduction aussi. Vous connaissez tous le projet Wikipédia, j'imagine. Alors. Un truc pour tricher sur ses devoirs. Hein? Un truc pour tricher dans ses devoirs. C'est ça. C'est celui-là même. Donc Wikipédia, c'est une encyclopédie pour des humains. Donc ça a plutôt du texte. Et du coup, on a vu des Wikipédia émerger dans à peu près toutes les langues de la planète. Ce qui est génial, mais qui a un gros problème, c'est comment on fait pour mutualiser entre les langues du savoir. Et la communauté Wikipédia, et notamment Wikimedia en Allemagne, a fait une proposition, c'est de mettre au cœur de tous ces Wikipédia une base de données qui va s'appeler Wikidata, donc que vous trouvez sur le côté des applications, des pages Wikipédia, qui vient en fait permettre à tous les Wikipédia de mutualiser du savoir sur tous les concepts qui sont dans Wikipédia. Donc ici, la langue française a une page dans Wikipédia en français, et a aussi une page dans Wikidata. Et sur Wikidata, là c'est une encyclopédie non plus seulement pour les humains, mais pour les humains et les robots. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des éditions automatiques d'un certain nombre de pages. Et en fait, c'est un schéma de données qui est beaucoup plus facile à traiter par des programmes. En fait. Je sais pas, est-ce que, en termes techniques, comment vous vous sentez? Super nul. Super nul, là-bas. Et globalement Super bon là-bas. super bon là-bas. Ok. En gros, là, on va pouvoir, plutôt que d'avoir du texte comme ça, on va avoir du JSON, donc clés et valeurs, qui sont beaucoup plus faciles à traiter de manière programmatique et qui permettent à ces données qui sont dans l'encyclopédie du savoir de l'humanité de sortir de cette encyclopédie pour aller aider des projets comme Inventaire et d'autres qui veulent utiliser ce savoir. Et donc l'idée là, c'est d'avoir un écosystème où il y aurait tout le savoir, autant de savoir humain possible dans Wikipédia ou Wikidata, et des applications autour qui viennent utiliser ce savoir. Et tout l'enjeu, c'est comment on fait pour reverser ce savoir aussi dans Wikipédia derrière. Et donc c'est un des... Alors, ça c'est moche. Un des enjeux de ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment. Et donc c'est voilà, c'est cette interface-là qui va permettre maintenant, donc à partir d'aujourd'hui, à toute la communauté de contribuer à du savoir qui va être reversé sous licence CC, en fait qui va être juste publié sous licence CC0. Donc c'est-à-dire si vous êtes familier un petit peu des licences Creative Commons, c'est ce qu'il y a de plus proche du domaine public. C'est-à-dire qu'on dit c'est des faits sur le monde et on veut juste que ça soit diffusé. Parce qu'il y a aujourd'hui une grosse hypocrisie sur les données des livres, tout le monde se copie les uns les autres, mais tout le monde dit si tu me copies, je te fais un procès ou je sais pas quoi. Alors que c'est juste des faits, quoi. Et donc on a ce problème-là. Mais bon, ça c'est encore tout un débat légal. Et donc là l'idée, c'est comment on fait. Et donc moi, la motivation, c'est faire de la cartographie de ressources avec du savoir libre et du logiciel libre. C'est comment on fait pour sortir les données sur les ressources, donc là en commençant sur les livres physiques, mais on pourrait étendre ça à des données, à des ressources alimentaires, à des ressources, tout un tas de ressources qui auraient tout intérêt à ce qu'on accède à leur information via du logiciel libre et du savoir libre. Pour éviter l'exemple que je prends tout le temps, c'est si
sur la FNAC. Là, je dévie un peu quand je... On va voir ce que t'achètes d'habitude, c'est cool. Hein? Avec les recommandations, on va voir ce que t'achètes. Ouais, bah non, là, je suis en session privée. Mettons que je cherche un ordinateur. La FNAC va me proposer tout un tas d'ordinateurs. Et si je dis ordinateur Linux... Ah si, quand même, Un chargeur, attention. Ah, c'est des chargeurs, ah oui, pardon. Un chargeur. Voilà, on me propose des chargeurs. Ce qui est sympa, hein. Alors globalement, des ordinateurs qui marchent sous Linux, il y en a pas mal. Et c'est juste qu'il y a des accords commerciaux qui font que la FNAC, pour leur avoir demandé plusieurs fois, ils n'ont pas le droit de vendre du Linux. Et en l'occurrence, ils n'ont pas le droit. Donc ils n'ont pas le droit de vous faire économiser 200 € à chaque fois que vous achetez un ordinateur. Ce qui est un peu dommage. Et pourquoi? Parce que ils ont tout leur système d'intérêt, système de partenariat avec Microsoft, Apple, etc. Et donc, de l'information sur les ressources qui seraient critiques à moi, consommateur, à nous, consommateurs, est cachée parce que la plateforme qui vous donne les informations sur les ressources avant que vous les achetiez est contrôlée par un vendeur. Et donc, c'est tout l'enjeu de ce que j'aimerais voir émerger, c'est des interfaces d'accès à l'information sur les ressources qui soient sous contrôle citoyen. Et la garantie que ce soit sous contrôle citoyen, c'est que ce soit du logiciel libre et du savoir. Voilà, ça c'est l'image très large. Est-ce qu'il y a des questions à ce point-là? Est-ce que dans la présentation, la première démo que tu nous as montré, il faudrait qu'il y ait une personne qui choisisse ou qui identifie un auteur, qui rentre cette data, que tu l'extrais automatiquement depuis Wikipédia et que tu l'intègres automatiquement sur cette nouvelle frame? Tu veux dire? Tout à l'heure, le premier exemple théorique que tu nous as montré, c'était on prend un livre, on va sur l'auteur et on voit que la fiche de l'auteur est complètement vide. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est pas directement connecté à la fiche Wikipédia pour ne pas avoir à refaire le travail? Alors, il se trouve que là, c'est vrai à rajouter la métadata, ça? Là, je l'ai pris comme exemple parce que j'avais besoin d'un exemple vide. Okay. Mais effectivement, la première chose à faire dès que j'en ai l'occasion, c'est de faire une fusion entre les données qui sont déjà disponibles sur Wikidata de Frédéric Lordon. C'est-à-dire que Frédéric Lordon, sur Wikipédia, on le connaît déjà, donc sur Wikidata également. Et effectivement, on sait déjà qu'il est économiste, sociologue, on connaît sa date de naissance. On a même une image. Et voilà, on peut apprendre qu'il a aussi la nationalité suédoise. Yes. Et chose très intéressante dans Wikidata, non seulement Wikidata donne des informations, des faits sur des entités, des documents, enfin des entités, mais ça joue le rôle de hub entre les bases de données, c'est-à-dire que là vous voyez toutes les bibliothèques, donc la Bibliothèque du Congrès, VIAF, qui ont Bibliothèque nationale en France, qui ont leur propre identifiant pour parler de Frédéric Lordon. Et là, en fait, Wikidata vient faire le pont entre toutes ces bases de données-là. Et donc, c'est en train de devenir Il y a eu pendant maintenant 20 ans des travaux sur tout ce qui est web sémantique, où notamment Tim Berners-Lee a essayé de faire avancer un web interconnecté au niveau des données. C'est en train de se passer de manière un peu trop centralisée, peut-être au goût de certains, mais c'est en tout cas en train d'avancer à grands pas grâce à Wikidata, qui vient faire vraiment le nœud central de ce web des données. Est-ce que ça répond à ta question? Voilà. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Pourquoi est-ce que tu fais ce projet? Ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'indépendance des données, des informations sur les C'est ressources. vraiment ce qui te porte sur celui-ci? Si ça vous intéresse, il y a sur mon site perso quelque part. Faut lire sa thèse. Avant, c'est pas sa thèse, c'est une mémoire. Oui, vous pouvez lire Je me Repenser suis le fixé- marketing et Je me suis fixé comme mission, avant à partir de Lyon, que tu acceptes de revenir à un système universitaire et de faire une thèse. Ah, Je t'aurais prévenu. Quoi? Mais il y en a plusieurs qui ont encore des thèses. Je t'aurais prévenu. ouais, c'est parti d'un mouvement fin d'études où, en gros, je travaillais sur le. Enfin, il y avait 3 parties dans ce mémoire. 2 parties, c'était sur analyser la toxicité du marketing tel qu'il est fait aujourd'hui. Et 3e partie, c'était comment. Donc,
Les deux parties, c'était avec les travaux de Bernard Stiegler, je pense. Et donc la troisième partie, c'était comment le web offre des opportunités de sortir de la manière dont on diffuse l'information sur la source aujourd'hui. C'est-à-dire que la justification du matraquage publicitaire, c'est qu'il faut faire connaître l'information sur les ressources. C'est ça la justification. On dit sinon l'économie va mourir, donc on est obligé de montrer des action man aux enfants, de montrer tout ça, sinon l'économie va mourir. Bon, mais il se trouve que maintenant on a le web, et donc on pourrait demander aux vendeurs de publier des données brutes sur les ressources qu'ils ont, connectées à des bases ouvertes, que nous, avec du site logiciel libre, on agrège pour dire, bon bah j'ai besoin de ça, et du coup, chez qui je peux le trouver? Et avec toutes les données brutes, on pourrait agréger ça, et avoir un système beaucoup moins centralisé, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que tu cherches quelque chose, bah, tu vas commencer, en termes de livres, tu vas aller voir la Fnac, Amazon, etc. Alors peut-être le libraire du coin là, mais on ne peut pas avoir cette information de manière rapide parce qu'il est trop petit par rapport à Amazon, à la Fnac et tout ça. Donc on a tout intérêt, à mon avis, à aller explorer des modèles d'agrégation un peu sur le modèle du RSS, je ne sais pas si ça te parle, où en gros tout un tas de petites entités vont proposer juste des flux de données brutes que tout un tas d'outils vont pouvoir agréger pour avoir une connaissance de ce qui se passe, même si, donc pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tout le monde connaît les flux RSS? Non. C'est en gros, là sur mon blog, on va montrer chez quelqu'un d'autre peut-être. Mettons Internet Actu. Voilà. Ils vous proposent plusieurs moyens de garder l'information, d'être mis au courant quand ils publient un nouvel article. Donc il y a Twitter, Facebook, mais il y a aussi ce truc-là, qui s'appelle un flux RSS. Et en gros, c'est une publication structurée, c'est-à-dire, je vais essayer de garder ça simple, c'est une manière de permettre à d'autres logiciels de rester au courant quand il y a un nouvel article qui sort sur ce blog. Et de manière complètement décentralisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, j'ai pas besoin de passer par Facebook ou Google pour savoir que Internet Actu a un nouvel article. Mon logiciel peut aller directement demander à cette page est-ce qu'il y a un nouvel article. Et ça permet de ne pas avoir à dépendre de Facebook et de Google, etc. Donc ça a un vrai intérêt politique. Donc on revient aux motivations. Et donc l'idée, c'est quelque part de faire un peu le flux RSS, mais pour les ressources. Quoi. Et quel serait l'incentive justement qui permettrait de pouvoir avoir une mécanique économique qui serait pas en compétition, mais en parallèle et efficace pour que des grandes boîtes puissent déployer une infrastructure comme ça? C'est très tôt pour dire, mais à mon avis, c'est toujours une histoire de masse. Quoi. C'est où vont les gens. Tant que tout le monde va voir la Fnac, Amazon, etc., il faudrait être un vendeur Amazon, un vendeur sur Fnac. Mais s'il y a des alternatives qui se montent, même sur une niche comme les livres, par exemple, on pourra peut-être voir évoluer, on pourra expérimenter en tout cas des manières alternatives. Et peut-être qu'à un moment, si tout le monde se mettait à utiliser ça, on en est très loin. Les grands groupes se diraient il faut aussi être là. Mais ton hypothèse, si je comprends bien, c'est que c'est pas simplement une base de registre pour l'humain, toutes les questions de metadata ou web sémantique, d'optimieraussi et les autres. La question, c'est pas simplement d'avoir des personnes qui utilisent ça, c'est surtout en fait des machines. Et comme tu as une densité exponentielle de personnes, et puis machines, au final, c'est toujours pour des humains à la fin. C'est-à-dire qu'elle retravaille la donnée, ça devrait idéalement. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a intérêt à ce que ces machines tournent. Il y a quelqu'un qui paye les serveurs. C'est pas des machines, c'est pas la singularité des machines qui contrôlent des machins. Hein. Il y a toujours des humains qui payent l'électricité qui va dans le serveur, qui fait tourner le programme, et qui au final a intérêt à loger tout ça. Est-ce que le fait justement d'avoir une information qui est beaucoup plus fine permet d'avoir un modèle économique qui est complémentaire? On verra. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des petits libraires qui pourraient avoir des livres en données. Ça aurait vocation à être utilisé par des indépendants comme ça? À mon avis, ce seraient les premiers qui auraient intérêt à venir là-dessus, parce qu'ils n'ont pas envie d'aller rejoindre Amazon ou la Fnac, parce qu'ils ont envie de faire du livre. La question, c'est tu l'as pensé aussi comme ça pour le mettre à disposition de ces gens? Moi, c'est vraiment dans les fondements du projet, il y a l'idée de se connecter, j'ai dû le mettre quelque part,
Donc, commencer en pair à a-t-il pair. précisé qu'il a fait une école de commerce? Hein? Maxime a-t-il précisé qu'il a fait une Non, école j'ai de pas commerce? précisé. Mais c'est pas ce que je mets le plus en avant. Non, mais t'es le seul que je connaisse qui a fait une école de commerce qui s'en fout de son modèle économique. Je m'en fous pas de mon modèle économique, c'est juste que pour l'instant je survis très bien au sang. parce que ça me passionne et que du coup je préfère aller là-dessus plutôt que d'aller travailler dans une agence de marketing. Tu m'étonnes. Ce qui est intéressant, c'est pas simplement un modèle économique pécunier, c'est un modèle économique de l'information. Et ce qui est intéressant sur l'hypothèse que tu fais, c'est que si tu as un nombre énorme de personnes qui ne sont pas dans ce système de classification ici de recommandation, d'accès à la connaissance ici de livres, c'est une approche en fait qu'a eu Fnac ou Amazon de manière beaucoup plus significative, avec une mécanique de long tail, où tu vas avoir un nombre énorme, pas simplement d'informations de la metadata, mais d'informations physiques qui peuvent être accessibles. Et là, financièrement, c'est intéressant même pour des groupes comme la Fnac d'intégrer un système comme celui-ci. Ouais, c'est une hypothèse. Il faut faire acheter par la Fnac. Non, tu peux le faire en dehors de la Fnac aussi, parce que l'architecture te permet de le faire, c'est ça qui est intéressant. Oui, oui. Le jour où un projet comme ça se fait racheter par la Fnac ou Amazon, C'est foutu. ah, c'est Non, le mais de c'est- gens qui vont appuyer là-dessus. Mais c'est pas forcément ça. Non, en général, quand ça C'est toi arrive, qui fais racheter. ils ferment leur compte GitHub. Juste Ouais. avant que ça arrive, ils ferment leur compte GitHub. sur Ouais, ce mais t'as des projet. copies et ça ressort Oui. ailleurs. C'est pour ça que c'est très con de fermer son compte GitHub quand tu vas te faire racheter. Ouais, c'est une sorte d'aveu de décès. Enfin, ouais, je sais pas. Non, ouais, non, l'idée, là, alors pour le coup, ça permet. Je dévie complètement. Je dois préciser que je suis assez crevé parce que j'ai fait la mise en prod et du coup, là, je suis un peu lessivé donc je dis pas expliquer. C'était quoi ta question? Non, c'est juste une remarque pour savoir si Vous t'avais. avez fait Toi, revenir tu vas un faire racheter par la Fnac. développeur dans le monde Ah des non. humains. Le socialement, il n'y arrive du pas, jour, là, ou il te joue l'excuse de la fatigue. Je pense pas, non. Enfin, il y a encore très peu de groupes qui sont. De grands groupes qui sont convaincus de la radicalité de l'ouverture complète de tout. Ou alors vas-tu te faire acheter par la Fnac pour qu'ils enterrent mieux le projet. Ça me ferait chier. Donc non. Ça, c'est pas encore une politique économique de la Fnac, mais c'est une politique économique de certains gros acteurs financiers de marché, effectivement, c'est de racheter pour Ouais. étouffer ouais. dans l'œuf. Mais enfin, aujourd'hui, il y a très peu de raisons de faire ça parce que c'est absolument pas dangereux aujourd'hui. Oui, Et même si ça grossissait, enfin, pour qui ce serait dangereux, je sais pas. Enfin, parce que ça va rester, à mon avis, encore un bon moment des utilisateurs plutôt experts ou en tout cas sensibles à certaines questions. Ou en tout cas, moi, ce que je vois des gens qui viennent vers ce projet, c'est soit des libristes, soit des gens qui sont dans la communauté Wikipédia, Wikidata, tout ça, soit des fans de livres. Et finalement, c'est des niches, quoi. Que ça grossisse et que ça devienne utilisé par tout le monde, on a le temps de se retourner 4 fois avant d'avoir une réponse, d'avoir besoin d'une réponse absolue là-dessus. Mais ouais, je parlais des livres. Du coup, il y a l'idée. Il est possible qu'il y ait un usage dérivé qui arrive assez rapidement sur d'autres choses que des livres, qui pourrait être... le premier, ça pourrait être les jeux de plateau, parce que ce serait assez complémentaire. L'approche livre et jeux de plateau est assez proche. Tu vas faire trembler la très jeune mouvance qui vient de démarrer des cafés thématiques aux jeux de plateau qu'on revoit rouvrir un peu partout. Ça les fera pas trembler. Ils ouvriront un groupe pour se partager des jeux Non, de c'est plateau. juste qu'intellectuellement, ils ne sont pas préparés à prendre ça dans la tronche. C'est pas ton projet qui est dangereux pour eux, c'est la confrontation à une technologie qu'ils ne maîtrisent pas, avec la philosophie qui va derrière. Ouais. J'en ai parlé, j'en connais 2 ou 3 sur Rennes, Nantes et Laval. Et j'ai eu cette discussion-là avec eux. Et Ça leur fait peur que les gens se... les mecs, ils viennent de foutre 250 000 € par exemple pour acheter un fonds de commerce pour tenir un café. Ils servent des bières, du café, machin, des tartes au citron. Et il y a des jeux de plateau dedans. Et quand tu lui dis qu'il y a ça qui existe sur le web et certainement très rapidement on va le retrouver sur par exemple des jeux de plateau, mais sur n'importe quoi, eux ils ne comprennent vraiment pas. On parle vraiment d'inconnus. C'est eux qui devraient être dans cette masterclass, c'est pas nous en fait. Et du coup, ils le prennent comme une menace, comme si les gens n'allaient plus venir dans leur lieu, alors qu'au contraire, c'est un outil bénéfique pour eux. Complètement. À mon avis... En gros, pour faire grossir
exploser ton taux d'utilisateurs, il faut que tu ailles faire des masterclass café, ou pas des masterclass, des confs café. Alors dans ces là-dessus, lieux-là. parlons-en. Parce que du coup, moi je passe beaucoup de temps sur l'outil et j'ai pas le temps d'aller faire les autres choses, c'est-à-dire aller parler aux humains, aller faire des choses comme ça. Non, c'est un projet que j'ai envie de voir grandir de manière contributive, c'est-à-dire que les gens qui se sentent compétents pour une tâche prennent la tâche à bras-le-corps sans attendre nécessairement d'avoir l'autorisation. Après, c'est en discutant avec ceux qui contribuent, de voir comment on peut le mieux se coordonner. Et c'est vraiment dans cette idée de distribuer le travail. Après, il y a une chose qui rend ça compliqué pour le moment, c'est que ça reste très centralisé du point de vue du serveur. C'est-à-dire que en termes d'architecture, il y a un serveur que je contrôle. Donc ça peut faire. Le cloud n'existe pas, le cloud c'est l'ordinateur de ton voisin. Il y a un projet là-dessus pour faire péter cette barrière-là, c'est qui est un client inventaire en mode personal cloud. C'est-à-dire qu'on fasse des projets autour, enfin, qu'il y ait la plateforme centrale pour tout un chacun et qu'après des utilisateurs experts puissent aller explorer des choses, aller explorer des méthodes de décentralisation. Et là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui font que c'est possible. C'est d'une part donc, le code ouvert, le savoir toute la base de données sur les livres qui est publiée en CC0, et une des innovations de la nouvelle version, j'espère qu'on va pouvoir voir ça, parce que tout à l'heure ça parlait d'IPFS, les couvertures de livres sont maintenant, sont maintenant référencées par leur HIPFS. Ce qui permet, je ne sais pas s'il y en a qui... j'ai entendu t'en parler tout à l'heure. Mais en gros, c'est effectivement sortir les données qui ne sont pas critiques à l'application, dire ça c'est à tout le monde, et en gros c'est un outil qui permettra, référencer comme ça des images, ça permet à d'autres personnes de réutiliser le même identifiant et qu'on sache qu'on parle de la même chose. Ça c'est moi j'ai juste trouvé cette photo sur internet et je la réhéberge chez moi, mais en fait je l'ai mise sur IPFS pour qu'on dise bon bah oui moi j'en ai une copie, mais c'est une copie d'une copie d'une copie. En fait on parle tous de la même chose et c'est ce HIPFS. Et du coup, utilisons ça plutôt que mon URL, quoi. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'explorer, justement pour continuer là-dessus, quoi. Pas avoir mon nom de domaine et toutes les URL derrière d'image, mais partir sur des contenus décentralisés comme ça. Et comme ça, tu pourras héberger les photos, c'est les nomades qu'on héberge. Du coup, les photos sont nomades. Je t'entends pas parce qu'il blablabla. Si t'as ça, tu peux parce que du coup, c'est streamé aussi. Si tu as ça, tu peux mettre le livre sur ton lit, balader ton iPhone et tu as ce qu'il faut pour reconnaître chaque livre. Ça peut se faire. Si tu veux le faire, t'es le bienvenu. Je sais qu'il y a des projets libres qui permettent de... tu mets en entrée une grosse base de données de couverture et derrière tu peux retrouver les bouches de quoi il parle. Mais je t'avoue que c'est pas tant la priorité, notamment parce que sur les livres, on n'est pas trop mal gâté. On peut scanner des codes barres. Tous les livres qui ont moins de 30 ans ont des codes barres et on peut scanner et ça a moins d'erreurs que du scan d'image. Donc pour l'instant, c'est pas trop une question. Mais j'ai eu plusieurs fois la demande de est-ce que je peux prendre une photo de toute ma bibliothèque et ça ajoute tout d'un coup à mon inventaire. Et ça, non, ça c'est pas possible pour l'instant. Mais dans le futur. Pourquoi pas? Parce que j'ai pas trouvé le temps de le faire, mais c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut deux choses. Il faut faut un OCS pour lire les dos. Alors, ça, ce serait une autre approche. Ouais. C'est reconnaissance de texte. Mais moi, je pensais plus si on parlait de reconnaissance d'image, c'est-à-dire que c'est... oui, mais sur la bibliothèque, les livres ne sont pas de face, ils sont de dos. Sur la tranche, tu veux dire. Sur la tranche. Humainement, Ouais. visuellement, tu reconnais. Il y a des gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs qui mettent leur livre en face. Ouais, parce qu'ils en ont 5. Voilà. Mais ça, c'est pas Et donc, en partant d'une photo et en arrivant à distinguer par forme et par couleur, par unifier, décider ça c'est un ouvrage, ça c'est un ouvrage, et ensuite passer chaque ouvrage en OCS, tu retrouves le titre, l'auteur et tout le reste suit. Pareil, toute contribution est très bien. Il y a déjà des choses
qui existe comme ça. Ce qui est intéressant surtout pour toi, c'est pas de repartir à zéro et de identifier ce genre de choses. Je crois qu'il y a un projet qui s'appelle Pastèque, quelque chose comme ça. Si je cherche Pastèque, ça va pas marcher. C'est toujours le problème. Reconnaissance. Il y a quand même des mecs qui nomment leur projet TAC de manière très drôle. C'est une manière d'être anonyme sur Internet. Ouais. D'être très bien caché. Oui. Pas anonyme, mais très bien Tu caché. profites du bruit Tu pour as te cacher à mentionné, l'intérieur. on est en train de chercher, tu as C'est pénible pour les gens qui font des recherches, mais- plusieurs briques complémentaires pour le projet. Quels sont les objectifs que tu t'es donnés pour la suite et de quoi tu as besoin? Tu peux revenir au début, excuse-moi. Pas de souci. Tu as énuméré plusieurs briques dont tu pourrais avoir besoin pour compléter le projet. Ouais. Je pense qu'il y a une panoplie de choses à faire. Tu as déjà sélectionné les choses qui sont prioritaires et sur lesquelles tu as déjà... Ouais, il y a un Trello pour discuter de ça. Ok. Que je vous invite à rejoindre si le projet vous intéresse, où il y a notamment ces 3 colonnes qui sont intéressantes. Les idées, c'est-à-dire que tout le monde peut ajouter une carte pour dire j'ai une idée. Donc par exemple, organiser des meet-ups dans des villes. Application mobile, parce qu'il y en a qui considèrent que l'application web c'est pas suffisant. Moi je suis plutôt d'avis que maintenant les applications mobiles vont suffire et même être mieux. C'est un autre débat. Enfin voilà, tout un tas d'applications. Il y en a même qui veulent arriver à géolocaliser leur livre. Le RIP dans Dans- l'adresse du Trello. Quoi, le RIP, bah oui, c'est une adresse Trello. Non, mais je voulais la partager, mais. Bah, tu la trouves dans le footer de la page d'accueil. Ok, c'est cool. Géolocalisé dans l'appartement. Mais ça, je pense que c'est pas pour tout de suite. Et là, il y a celle que moi j'ai mis comme prochaine sur la roadmap. Et donc dedans, on trouve notamment cette carte qui a été votée 9 fois, ce qui est beaucoup à l'échelle du projet, de pouvoir dire je cherche ce livre. Plutôt que de dire j'ai ce livre, c'est je cherche. Et ça, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Pourquoi est-ce que ce Il n'est est en pas- footer du site web. C'est pas encore possible. Ouais. Mis à part le temps et autres. Le temps. C'est vraiment Dans le temps. l'architecture du logiciel qui est, tu peux pas faire l'inverse. Tu dois pouvoir, mais après, moi c'est quelque chose. Enfin, j'ai peut-être une manière de faire le projet un peu bizarre, mais c'est tant que je cherche à trouver des solutions élégantes qui arrivent à bien s'intégrer en termes d'interface et d'architecture. Et du coup, ça prend le temps. C'est comment j'avais fait une première version et ça m'allait pas, et du coup, je suis revenu dessus et là, je pense que je vais revenir dessus. C'est très intéressant de l'attaquer comme ça, plutôt que de prendre quelque chose de tout simple avec un moteur de recherche à la Google. Comment est-ce que tu le fais de manière inverse? Je pense que c'est ce qui t'amène à te poser des questions après sur le protocole comme PFS, parce que c'est l'architecture en elle-même de l'information, aussi sa distribution qui est intéressante. Et tu attaques des problèmes qu'au final quelqu'un n'attaquerait pas en ayant le chemin classique. Ça c'est cool. Le chemin classique, c'est quoi? Ça se fait simplement, tu as une base de données, tu as un moteur de recherche, et tu cherches ce dont tu as besoin plutôt que de faire l'inverse, qu'est-ce que tu as fait. Oui, c'est effectivement, il y a même, enfin, ça pourrait aller assez loin sur c'est vraiment une approche inverse de la méthode de ce que tu disais sur la recherche, quoi. C'est vraiment, il y a quelque part l'idée de catégoriser le monde. Quand tu fais des boîtes partout et tu dis, on remplit les boîtes et du coup on retrouve les boîtes. Ce qui est le rêve de tous ceux qui font du web sémantique quelque part, quoi. C'est comment on fait des jolies boîtes avec des beaux lignes. Et ce qui est très intéressant avec cette approche, c'est que c'est exactement l'approche du machine learning au final. Avoir une densification du nombre d'informations, y faire un auto-apprentissage, et le fait que la personne ne soit pas passive et juste fasse une recherche et accès à l'information, le fait de la faire contributrice fait qu'elle crée et participe à l'effort d'apprentissage avec l'algorithme que tu auras mis en place. C'est beaucoup plus puissant et ça revient après avec ce dont on a parlé avant. Si tu voulais faire quelque chose qui puisse être utilisé par un acteur comme Facebook, comme la FNAC ou Amazon et autres, c'est que tu as une diversité d'acteurs qui ne font pas partie de cette base de données, qui peuvent contribuer à l'apprentissage de cette structure. Tu ne te retrouves pas tout seul, et en plus de ça, la dimension sémantique qui est pour les machines, elle permet d'être utilisée aussi dans ta démarche. Du coup, tu n'es pas isolé même à devoir chercher des contributeurs humains, et tu peux directement après travailler avec des gens qui travaillent sur des algorithmes. Et ce que vous avez défini tout à l'heure avec la capacité d'avoir une bibliothèque, faire une photo et l'extraire, tu as plein de bases de données aujourd'hui qui utilisent ça en machine learning, qui pourraient même contribuer. L'exemple de CAPTCHA, c'est un très bon exemple. La deuxième confirmation, c'est une image qui a été scannée justement sur des bases de registres de texte que la machine n'arrive pas à identifier et tu fais bosser l'humain pour faire ça. Donc c'est super intéressant, je suis d'accord.
Bah, j'espère. Et la troisième catégorie, c'était quoi sur ton très haut? C'est ce qui est en cours. Et donc là, je suis très heureux de pouvoir vous dire que donc ça, cette carte qui était là depuis 9 mois. En direct Yes. Bravo. Ça s'appelle un moment de vécu Ouais, non, mais important. Si tu voyais les dernières journées, très long. Quoi, il t'aurait fallu un quart d'heure, mais qui dure 6 mois, c'est ça? Quart ouais, la connectivité n'était peut-être pas suffisante. Un quart d'heure avec du web. Voilà. Et d'ailleurs, ça permet de voir, donc ça c'est la colonne de ce qui est en cours, et vous pouvez voir qu'il y a Vincent, qui est un autre contributeur qui travaille sur justement les flux RSS des pages, c'est-à-dire que tu puisses suivre, mettons, quand moi j'ajoute un livre à mon inventaire, que je puisse être mis au courant via un flux RSS. Et du coup, il est en train de travailler là-dessus, et ça avance pas mal, ça devrait venir bientôt. Et ça aussi, je suis très heureux de pouvoir vous dire que maintenant c'est en ligne. Juste question technico-pratique, voire même pas du tout technico-pratique. Pour les gens qui ne codent pas, comme toi, tu as la capacité de le faire, une modif, aussi petite soit-elle, sur inventaire.io, ça prend combien de temps de travail? Une modif de code ou une modif de... Oui, c'est de code, on est d'accord. Tu modifies le site web en lui-même ou tu modifies la technologie. Ça peut. En vrai, si tu dois faire une moyenne, je t'ai vu bosser, donc j'ai une grande idée. Mais... Tu peux pas faire une moyenne d'un truc comme ça. Bonjour monsieur Tu le viens de garagiste, une réparation de voiture, ça coûte combien? En même temps, comment tu fais comprendre à mon petit cousin de 7 ans, à ma grand-mère de 87 ans, ce que représente une réparation de voiture? C'est ça que je cherche à faire. C'est insoluble, je dirais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se poser la question. Seuls les esprits superficiels abordent une idée avec des limites sur un. Il est sponsor de la, je te laisse la fourchette de problèmes que ça donne. Donc là, je te montrais ce que j'ai mis en ligne aujourd'hui. C'est 9 mois de travail. 10 minutes plus tard, je faisais une autre modif parce qu'il y avait un truc qui ne marchait pas. Et du coup, l'échelle, ça passe entre 9 mois et 10 minutes. Ce que j'exprime en fait, c'est que la plupart des êtres humains aujourd'hui, comme on vit dans un monde d'illettrisme numérique, ce que tu fais toi en 9 mois, eux ce qu'ils observent, c'est juste même pas un changement de fonctionnalité sur le site web. C'est en gros, est-ce que la photo elle a changé de couleur ou est-ce qu'elle a changé de place? C'est ça que perçoit l'être humain lambda. Le codeur alpha que tu es, lui, il passe 9 mois à modifier le truc, un machin. Donc c'est ça qu'il faut réussir à matérialiser dans, je pense, dans l'explication de ce que ça... Je suis pas sûr que ce soit important, enfin, c'est-à-dire que les gens, je pense que les gens se rendent compte s'il y a du travail derrière un site, mais après c'est ceux qui vont aller creuser dans l'aspect technique qui vont se rendre compte par eux-mêmes de la difficulté technique, mais je suis pas sûr qu'il y ait besoin de Tout quantifier. Ouais, tout quantifier. L'échelle aussi, c'est toi, tu es à temps plein là-dessus, tu es à plus que temps plein d'ailleurs, depuis, je sais pas, plus d'1 an, je crois. 3 ans. Voilà. C'est déjà une échelle, quoi. Ouais. Là, c'est pas juste faire un petit site web, un petit blog. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs ce qui est un peu frustrant aussi, c'est-à-dire que plus je ferai bien mon travail, moins on verra que, enfin, plus ça aura l'air simple. Ah, ça, c'est... Et ça, c'est... Je vais vous mettre penser, en fait, parce que sur le, non pas sur le projet lui-même, mais sur DAISY en tout cas, il y a un enjeu de matérialiser et rendre visible l'invisible, c'est-à-dire l'énergie et la donnée, le métal invisible de la donnée. Finalement, pour moi, si je dois t'analyser en tant que membre de l'équipe DAISY, tu es une machine biologique. Yes. Tu es une machine biologique qui fournit l'énergie, qui fournit l'énergie à une technologie. C'est la machine à bullshit. Donc comment je rends ça visible, compréhensible? Je peux l'utiliser pour... Ah, je sais pas, Si même toi t'arrives pas à le quantifier, je suis foutu. J'ai levé, je soumets l'idée que pour l'instant Maxime est le seul speaker des conférences qui n'a pas fait sonner la cloche. Ah oui? Aïe aïe aïe, c'est pour le moment la cloche. Riol n'a plus le droit d'utiliser le mot caricature. Je suis désolé. Non, c'est pas Riol, c'est Antoine qui n'a plus le droit d'utiliser caricature. Riol, c'est
Non, si, moi c'est. Si c'est toi, Moi, c'est c'est caricature et prisme. Au Prisme. Prisme. Ouais. Enfin, prisme, c'est Nicolas. Oui, mais tu traînes trop avec Nicolas. Désolé, je t'ai coupé dans ton air. Oui, je montrais là. Bah, du coup, ouais, ça, donc l'autre truc qui a été débloqué aujourd'hui, c'est les importeurs de données. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de personnes qui avaient déjà commencé des listes de livres sur d'autres sites comme Goodreads, LibraryThings et Babelio. Et donc l'idée de pouvoir maintenant les ajouter. Tu ajoutes tes propres listes qui sont hébergées chez d'autres. Oui, Tu les convertis déjà, j'imagine. c'est-à-dire qu'en fait, ces sites-là ont l'amabilité de proposer des exports de données. Et du coup, tu peux. Donc, oui. Je tombe sur une conférence, La grande aventure du sexe. Version biologique, forme, design. Je suis désolé Maxime, tu m'as perdu comme Oui, je veux bien que tu spectateur de reviennes. ta... C'est ouais, donc là c'est Babelio qui propose d'exporter ces données comme ça, donc en CSV, donc en valeurs séparées par des virgules. Et donc voilà, c'était un des enjeux, c'est d'arriver à réimporter ces données-là. Et parfois, ouais, ça c'était une controverse qui m'avait passé pour faire des tests, où tu peux importer du coup. Qu'est-ce que tu as comme taux de réussite en conversion? Tu as 100% ou tu as encore des erreurs? Ah, je sais pas, ça vient d'être en ligne. sur mes tests, ça se passe plutôt bien. C'est-à-dire que moi, dans ma base de données, toute ISBN valide. Donc les ISBN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les identifiants. C'est une des raisons pour lesquelles commencer sur les livres, ça fait sens aussi, c'est que on a ces ISBN qui sont des identifiants uniques au niveau mondial et qui du coup permettent, donc là par exemple c'est la légende arthurienne qui a cet identifiant qui est reconnu et en fait qui est d'ailleurs intercompatible avec le modèle des codes barres. Et du coup moi je pars de l'idée que dans la base de données contributive, si cet identifiant est valide et existe, il faut qu'il y soit. Et donc quand bien même je ne trouve pas les données, je crée le document pour dire bon bah maintenant on a un document vide avec du coup là on a un titre et un nom d'auteur. Bon, on va essayer de le fusionner avec de l'existant, mais on part de ça. Et on va essayer de recouper avec ce qu'on connaît. Par curiosité, est-ce que Wikidata a dans son architecture déjà des cases vides, pour un bon terme, qui permet justement à quelqu'un qui ferait un travail comme celui-ci de contribuer, d'ajouter une chose auquel il n'avait pas pensé, d'augmenter justement la qualité de nouvelles propriétés, c'est-à-dire des nouvelles données. Tu fais la jonction, le bridge entre Wikipédia pour des articles, Wikidata, c'est le bon terme, sur la base de données, on va dire sémantique, plus le travail que tu fais sur ton projet, est-ce qu'une personne qui contribuerait à rajouter la metadata sur ton projet, par le fait de pouvoir être réversible sur Wikidata, peut le faire parce que Wikidata permet d'avoir des silos qui sont ouverts et qui peuvent être après adaptés? Alors, en fait, ça va justement à ce qu'a défini Wikidata comme étant utile comme information, comme metadata. Alors il y a cette limite, mais Wikidata ils sont très gloutons, c'est-à-dire qu'ils ont envie de parler de tout, et donc tu te retrouves avec des propriétés sur un nombre de choses incroyables. Donc il reste quand même très large, mais t'es pas complètement ouvert. S'ils n'ont pas pensé à une chose, tu peux pas l'intégrer pour le moment. Alors je peux pas l'intégrer pour le moment, mais alors avant j'introduis juste le concept de propriété dans Wikidata, c'est-à-dire que donc là, on était sur... C'est plus sous Génome? Si. Donc, en fait, on retrouve c'est un concept du web sémantique, c'est toutes les données sont structurées comme sujet, relation, objet. Et du coup,
Là, le sujet, par exemple, donc, ça va être Par vite et reviens-tard de Fred Vargas, et qui va avoir pour relation, oui, donc la relation va être exprimée par une propriété, donc le genre, et l'objet va être, par exemple, roman. Et ce qui t'intéresse là, c'est ça, c'est ces propriétés. Et ces propriétés, et bah, là, s'il y en avait une que je ne trouvais pas, je pourrais dire, bah, par exemple, sujet de l'œuvre, et ajouter, si on n'a pas encore, peste. Et donc voilà, donc tu peux ajouter, en fait, aujourd'hui je crois que c'est plus de 3000 propriétés, et ça, tu peux ensuite, s'il te manque quelque chose, tu peux faire des propositions de nouvelles propriétés à ajouter à Wikidata. Donc ça, moi, dans le domaine des livres, il y a un certain nombre de choses, mais tu peux retrouver dans plein d'autres domaines. Tu as par exemple une propriété pour chaque l'activité. Les généticiens sont aussi très actifs là-dessus. Donc tu as tous les gènes humains qui sont répertoriés dans Wikidata. L'exemple que tu donnes, ça me faisait penser à ça. Clairement, tu as une corrélation avec l'expression d'un gène qui va donner une grande diversité justement d'expressions. Et c'est ce que tu es en train de faire pour des informations qui sont ici purement bibliothécaires. Oui, je suis pas sûr non plus. Ça va au-delà des bibliothécaires, c'est du rôle des, comment ils s'appellent, des archivistes et des documentalistes. Qui d'ailleurs souvent on les a retrouvés dans les études universitaires en archéo. Étrange. Voilà, tu as ça comme propriété qui ressemble à de la génétique. Taille du génome, par exemple. Là, je dérive complètement. Ça peut être. Bon, voilà, ils se sont amusés avec plein de propriétés. Et est-ce que tu peux jouer avec ce que fait Stéphane Wolfram sur la fin? Il y a des données ouvertes là? Plus ou moins. Le logiciel, les datas sont accessibles parce que c'est justement la forme du langage. Ce qu'ils appellent à la base, ce qu'ils appellent du knowledge-based computing. Ils ont appelé ça du Wolfram Computing maintenant. Ouais. Et l'idée justement, c'est, tu as déjà dû l'utiliser, mais quand tu utilises Wolfram Alpha, tu fais une recherche type Google, il te ressort toute l'information de manière contextuelle, avec une architecture de langage qui a mis en place depuis quasiment 30 ans, et qui est super excitante. Et quand tu le combines avec une approche sémantique, ça devient très intéressant. Tu peux le contextualiser d'un point de vue de la physique, d'un point de vue des mathématiques, d'un point de vue aussi sémantique. Et ce serait très intéressant de voir comment tu peux faire converger ces deux bases de données. Ça te permettrait de pouvoir enrichir de manière drastiquement ce que tu es en train de faire, ou ce que font des personnes, je pense, autour de la communauté Wikidata à fond. Et après, tu peux combiner en plus avec du machine learning de manière beaucoup plus poussée. Donc, ça te permet encore une fois de ne pas être isolé, de pouvoir contribuer, peut-être à des projets justement que tu parlais de génomique. Peut-être que le travail de classification que font des personnes sur un projet autour de la génomique peut au final dans l'architecture de cette information contribuer à un projet comme le tien. Tu ne te trouves pas isolé, puisque le but de ton projet justement c'est d'être interopérable sur pas mal de fonctions. Je pense que cette interopérabilité va notamment se faire par Wikidata, où on va se retrouver avec des propriétés, enfin, on va parler de la même chose. Alors, avec ceux qui travaillent sur la génomique, ça ne va pas être direct, mais il y a des liens. Mais c'est vrai que ça, moi je ne me suis pas trop penché là-dessus. Je connais assez peu en fait Wolfram Alpha. Qui c'est qui référence le code barre des ISBN? Il n'y a pas de base de données mondiale centralisée, ce qui est un des gros problèmes. Quand tu as un code barre et que tu fais une type, tu demandes à qui? Alors, jusqu'à maintenant, je faisais une requête à Google Books. Et là, l'idée, c'est d'arriver à sortir de ça. Et donc là, la version qui est maintenant en ligne, j'ai tout sorti, ce qui travaille avec Google Books, dans un service tiers. Et l'idée, c'est de se servir de ce service tiers qui est une sorte de black box autour de savoir non libre, d'arriver à le rendre de moins en moins important
Notamment parce qu'on va arriver à construire la base de données sur les ISBN en interne, plutôt que de devoir alimenter à Google. Mais pour l'instant, je suis obligé de dépendre en partie de Dropbox. J'imagine que tu peux référencer les bouquins scientifiques, les conférences, comment on appelle ça, les proceedings de conférences scientifiques. Ils ont des ISBN normalement. Ouais, bah, tout ce qu'il y a des ISBN, pour l'instant, il y a un problème d'ailleurs là-dessus sur le scope véritable d'inventaire qui est assez flou sous certains aspects. C'est-à-dire que moi j'optimise pour les œuvres et leurs éditions qui ont un ISBN. Ouais. Mais il y a des gens qui sont allés tenter d'autres trucs. Par exemple, là, quand j'ai retraité les données pour aller les mettre en ligne dans la nouvelle version, je me suis rendu compte qu'il y a quelqu'un qui avait ajouté 10 Astrapi dans son inventaire. Astrapi, c'est une revue scientifique. D'accord, Astrapi, ok. Et du coup, oui, c'est vrai que l'application n'était pas prévue pour les revues. Mais c'est possible que ça s'étende à ça. Ouais. C'est juste que, en fait, ça va dépendre de est-ce qu'on a des contributeurs que ça intéresse d'aller améliorer les données là-dessus, quoi. Parce que sinon, on va se retrouver juste avec des données mortes. Ouais. Parce qu'en fait, dans le domaine scientifique, tu as les revues qui ont des ISBN, donc les revues éditées tous les mois, qui ont des ISBN et qui sont a priori, en plus, sont déjà référencées. Par contre, tu peux pousser encore plus loin sur les articles de ces revues, qui eux n'ont plus d'ISBN, mais par contre, il me semble que c'est très codifié comme truc. Oui, ça j'ai déjà essayé d'intégrer un peu ce qui est les DOI. Ouais. Oui, exact, c'est ça. Alors, t'as pas en tête un chercheur, je devais en avoir un. Pierre-Gilles de Gênes. Comment tu l'appelles? Pierre-Gilles de Gênes. Pierre-Gilles. G-E-2-N-E-S. De Gênes. De Gênes. De Gênes, comme ça? Ouais. Ouais, il a trouvé. On va voir ce qu'on trouve. Alors. Oh, Pierre Grappin. Ouais, mais c'est un scientifique qui a... Il est dans Wikipédia? Ouais, sûrement, oui. C'est un peu novel. Ah oui, bah oui. Donc, il est mort. Il est mort, en plus. Défense. Alors, Gênes, c'est G-E-2-N-E-S. C'est peut-être ça aussi qui perturbe. N'empêche, tu passes par Google pour chercher. Troll. Alors, la méthode, ça va être donc de trouver sa page Wikidata, et une fois que tu as la page Wikidata, tu peux aller directement dans l'inventaire, comme ça. Alors, et là, ça met un peu de temps, parce qu'il doit aller chercher toutes les données neuves. Là, tu cherches ce qui est référencé dans l'inventaire, dont l'auteur est Pierre-Gilles de Gênes. Ouais. Ce qui est référencé dans l'inventaire, ce qui est référencé dans Wikidata. Oui, d'accord. Et je fais un mix des deux et j'essaie de classifier. Et là, il se trouve qu'il n'y a rien dans Wikidata avec dans l'inventaire. Mais je sais qu'il y en avait un. Bah, tu prends un Chapiron, par exemple. Chapiron. SH, P-S-H-A-P-I. Mathématicien américain. Non, moi je pensais aux physiciens. Effet physique de relativité générale. Ouais, voilà. Et du coup, voilà, ça c'est un des trucs que je kiffe. Tu peux avoir tous les concepts, tu peux avoir le lien de à qui, par rapport à qui ils sont nommés. Et derrière, ouais, tu as même la formule. Et du coup, c'est lui là. Et alors, on va voir si. Est-ce qu'il a des articles? Ça va pas être référencé là. Ouais. Voilà. Bon, le CSS est cassé, mais faut pas le voir. Ah oui. Yes. Attends, t'es devant la caméra. Voilà. Du coup, là, tu vas
Je propose pas d'ajouter l'article à ton inventaire, parce que c'est en dehors du scope. Rigole, t'es lourd. Pourquoi? J'ai rien dit. Parce que c'est en dehors du scope Ah oui, c'est le scope, c'est ça? Bon. Je comprends rien. Du scope d'inventaire pour l'instant. Ouais. Mais du coup, je fais le lien avec le DOI. Et donc, quand tu cliques dessus, tu te retrouves sur la page de l'article. Et en fait, moi, je le retrouve. C'est Wikidata qui me le donne, quoi. Il y a quelqu'un qui a fait le lien dans Wikidata entre ce chercheur et D'accord. Donc dans Wikidata, les articles scientifiques sont référencés dans Wikidata? Ouais. Tous? Non, pas tous. C'est au bon vouloir des gens qui... C'est dans Wikidata. C'est ça. C'est une des parties de la motivation d'avoir une base de données interne à l'inventaire. C'est que dans Wikidata, tous les livres ne seront pas référencés, toutes les éditions de livres ne seront pas référencées. Et donc, on se retrouve en fait avec les mêmes critères de notoriété quasiment que Wikipédia. C'est-à-dire que ne peut être dans Wikipédia ou Wikidata que ce qui est d'intérêt général, plus ou moins. C'est-à-dire que l'article d'un Nobel, c'est d'intérêt général pour le savoir en général, mais mon article de master, il n'intéresse pas Wikidata aujourd'hui. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça que ça se joue. En fait, je me demande s'il n'y a pas un enjeu de référencer, je pense aux articles scientifiques en particulier, de les référencer dans des bases qui sont non propriétaires pour protéger du savoir scientifique, mais ça peut être aussi d'autres choses. Et je pense en particulier à ce qui est en train de se passer aux États-Unis avec Trump qui est en train de. On pourrait lui passer par la tête d'aller dézinguer du savoir scientifique parce que ça va. Je crois qu'ils sont en train de faire ce taf-là. Il y a plein dedans là. Mais là, c'est. Alors je ne sais pas. Il y a deux choses, parce qu'il y a les métadonnées des articles. Il y a le contenu. Et le contenu, ça c'est plus Science Hub. Je sais pas si tu connais. Non, si je connais pas. C'est la plateforme pirate c'est l'Open Science, mais une version pirate, et qui est devenue, qui permet de changer le rapport de force par rapport aux éditeurs, à Elsevier et compagnie, en disant, nous, je crois que c'est en Allemagne où ils ont arrêté massivement leurs abonnements parce que c'était trop cher à Elsevier et compagnie, en disant on trouvera ailleurs. Mais ils sont vraiment, je pense. Non mais ça serait intéressant que par rapport à ce que tu fais, de regarder les bases de données de publication, des références de publications scientifiques. Est-ce que c'est des choses qui sont propriétaires ou est-ce que c'est des choses qui sont partagées? Enfin, je sais pas. Je sais pas. C'est possible que ce soit encore considéré propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui est un peu chiant, c'est que c'est que des faits, quoi. C'est que des faits sur lesquels, dans le droit américain, il n'y a pas de. On peut pas te reprocher de copier des faits. Mais le droit européen est plus con que le droit américain sur un certain nombre de choses en termes de copyright. C'est-à-dire que dès que tu copies de la donnée, la donnée est copyrightée, aussi con que soient les faits, la donnée est copyrightée. D'accord. Et donc là, faut pas le dire à la caméra, mais c'est largement illégal. Il y a un certain nombre de choses qui sont illégales dès que tu commences à. C'est pas illégal, c'est que la législation. C'est gris. Non, mais c'est. Puis là, avec ce qu'ils sont en train de négocier, avec leurs histoires de liens et tout ça, j'ose même pas croire que ça va arriver au bout. Mais s'ils commencent à rendre payant ou juste le fait de faire un lien vers un journal ou vers etc. Ça c'est la mort du web sémantique européen et on part tous en Inde, je sais pas quoi. Non mais tu auras le droit d'afficher la string, tu auras le droit d'afficher le lien. Il faudra juste que l'utilisateur fasse copier-coller le lien. Ah, il sera plus cliquable le lien. Mais du coup, on va faire des extensions web qui, dans le navigateur, transformeront les liens. Là, ça va être bien, ça. On va jouer au compte. Ouais, on a fait à peu près le tour du projet. C'est classe. C'est pourri. Merci.
Dans le format, il y a quelque chose d'autre de prévu. Enfin, je sais pas. J'ai aussi une question qu'on se posait avec Réel. En fait, c'est tu es isolé ou tu arrives à avoir une base de contribution sociale. Et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut t'aider C'est difficile de répondre à cette question. C'est parce qu'il y a. Je suis dans les faits assez isolé, mais souvent c'est aussi que je le cherche. C'est-à-dire que c'est là sur les 9 mois de travail, c'était il y a une longue période où je ne devais pas être interrompu parce que où j'aurais pu venir travailler ici et en discuter avec tout un tas de monde, mais j'avais envie, justement pour arriver à trouver les solutions élégantes, arriver à juste donner le temps de trouver. Et ça c'est un truc que tu retrouves beaucoup chez les développeurs qui n'ont pas envie d'être interrompus et du coup tu te retrouves à être complètement isolé. Ce qui est un vrai problème. J'aime pas les gens, ils m'interrompent tout le temps. Et Tu JavaScript, je peux discuter avec toi alors. Et du coup, ouais, c'est un des enjeux sur lesquels je sais pas comment arriver à résoudre ça. Présenter aujourd'hui après la fin. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu viens de présenter une nouvelle phase là c'est je fais les présentations. Il s'est fait braquer par Riol. Déjà, c'est Riol qui a créé la page de l'événement, mais il a très bien fait de faire ça. Non, mais je fais les présentations de moi, c'est-à-dire que j'ai quand même conscience qu'il faut que j'en parle en dehors, sinon ça n'existe pas si c'est juste pour moi. Quoi. Ça, complètement. Et je suis tout à fait d'accord que je ne pourrais pas faire exister ce projet tout seul. La question, c'est comment on monte une organisation sur un projet comme ça, d'une manière qui soit contributive, mais qui arrive quand même à faire que les gens ne crèvent pas de faim, et sans que... Il y a un certain nombre de contradictions à résoudre en termes de... c'est-à-dire qu'un projet comme ça n'a d'intérêt que si ça devient gros. C'est-à-dire que pour le moment, il faut ajouter toutes les données à la main. J'exagère, mais il y a tout un tas de choses qui sont freinées par le fait que le projet est encore assez petit. Et comme... Voilà, si on fait une base de données vive, ça peut devenir énorme, ça peut demander énormément de contributeurs, mais de contributeurs aussi sur le code, sur les infrastructures et tout ça. Et derrière, quelle solution d'organisation légale prendre? Quelle solution d'organisation du travail prendre? Ça, c'est des questions auxquelles moi j'ai pas répondu. Et pour l'instant, il n'y a pas d'organisation légale derrière ça. Est-ce que tu as formalisé ces interrogations justement? J'ai un problème avec la formalisation. Ou au moins documenter comment ces interrogations pour les documenter, oui. Oui, ça me permet. Oh, génial. Il y a un wiki. Merci, bien joué. Il y a un wiki maintenant depuis le 31 décembre qui permet. Les dernières, le 31 décembre. Tu sens le no-life. Le nerd magnifique. J'ai eu une demande le 27, c'est faux, j'ai eu un réveillon tout à fait sympathique. Pas là-dessus, j'ai vu des humains. Il y a un wiki multilingue qui nous permet justement de centraliser ce savoir-là. Et effectivement, donc, à propos du projet, donc présentation, ça renvoie à la page d'accueil du site que vous avez vu tout à l'heure. Il y a la question, j'essaye de poser sur la table les questions du projet, donc sur le modèle économique. Et donc, en fait, c'est à peu près ce que je disais là, quoi. C'est comment on fait de ce projet, qui à mon avis est d'intérêt public, et qui a une obligation de viabilité économique pour arriver à payer les serveurs et les développeurs et les contributeurs importants, avec un modèle économique où tout le monde s'y retrouve et qui soit radicalement bien. Et c'est du coup comment on arrive à pas entrer dans des grosses contradictions. Et du coup, ce que je dis là, ce ne sera pas de la pub, ce ne sera pas vendre des données utilisateurs. Ça peut être modèle Wikipédia d'appel aux dons. Il y a déjà une page pour faire des dons. Vous pouvez me faire des dons régulièrement sur LibreAppay. Je ne sais pas si vous connaissez. LibreAppay. Il y a Inventario. Pour l'instant, je suis le seul contributeur dedans. Il y a 1,25€ par semaine. Ça paye les serveurs. C'est suffisant pour payer les serveurs pour le moment. En retour utilisateur, pour utiliser aussi LibreAppay, ouais. On s'adresse à une population qui est ultra techno. Ah, c'est niche, hein, c'est micro-niche. Et du coup, si t'as pas libriste techno. Ouais, et niche libriste techno, voilà. Et du coup, si t'as pas un projet qui rentre dans leur grille d'analyse, on va dire, de lecture, je prends une thune, quoi. Même quand tu rentres dedans, tu vois que ça touche pas beaucoup non plus. Mais c'est...
Autre piste, c'est des formes de freemium pour des professionnels, où il pourrait y avoir, le jour où on travaille avec des bibliothèques ou des librairies, il y aurait du service à vendre, probablement, des choses comme ça. Ça, c'est envisageable, ça me semble pas contradictoire avec Je te dis, va dans les autres. les cafés, jeux de plateau. Va leur faire cette démonstration-là que tu vas nous faire en 1 heure. Va Et leur faire. ça, si eux ne comprennent pas ces questions-là pour le moment, moi je peux juste apporter un signal en plus qui leur dise il faudrait peut-être. Ils vont comprendre tout de suite et surtout Ils vont pas comprendre tout de suite. Ils vont participer. Ça prend du temps. Et du coup, moi je suis dans l'approche où les opportunités doivent venir au projet, quoi. Du coup, si le projet est bien, ça va venir tout seul. Bon, je vous propose de continuer la discussion autour d'un verre Ça marche. et d'un repas. Ça vous va? Top.